Bonjour, chers frères et sœurs, et c'est encore Bruno Katumpa, votre frère. Je vous parle de l'Afrique du Sud. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas répondu à ce rendez-vous sur le plateau Congo Paradis euh, que j'ai commencé à animer depuis un certain temps. Aujourd'hui, je voudrais parler de certains aspects de la politique actuelle au Congo. Alors, je vais articuler ma présentation sur au moins 4 points. Bon, les 4 points sont ceux-ci. Je voudrais parler un peu de l'obsession que les Congolais ont avec Kabila, autour de la personne de Kabila. Ensuite, je parlerai un peu des lignes rouges. Je vais parler des lignes rouges parce qu'il y a beaucoup de gens dans les réseaux sociaux qui font des émissions. J'ai suivi quelqu'un comme ce monsieur ici, comment est-ce qu'il s'appelle encore, je ne sais pas, qui fait des émissions, qui a écrit les lignes rouges que Félix Tshisekedi a traversées. J'ai suivi aussi un monsieur comme Christian qui parle sur base, média base ou quelque chose comme ça, qui est vraiment un garçon, un monsieur que j'apprécie beaucoup, qui a même élaboré les choses un peu dans le même sens en parlant des rouges, les lignes que Félix ne devrait pas traverser. Je vais un peu parler de cet aspect-là. Ensuite, je vais parler de l'accident L'Antonov, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent de cet incident-là. Et ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, je vais parler du drame des crimes contre le Congo. Bon, alors, si je devrais commencer par l'obsession que les Congolais et les politiciens ont avec Kabila. Eh bien, chers frères, depuis les élections, nous entendons, c'est la rhétorique avec Fayoulou, c'est la rhétorique avec beaucoup de gens qui sont surtout dans la diaspora et des personnes comme Rwanda et d'autres. Il y a un certain monsieur qui vit à, je ne sais pas où, en Corée du Sud, comment il s'appelle encore, Yumbi ou quelque chose comme ça, qui a fait des vidéos, qui a fait des messages ne faisant que attaquer Félix sans cesse et le mettant en garde contre Kabila, en faisant ressortir combien Kabila est vraiment dangereux, qu'il ne faut pas composer avec lui. Alors, quand je reviens un peu à cette rhétorique, parce que c'est la même rhétorique que Fayolo a, alors pour revenir à ça, je dirais, mais rappelez-vous que Fayulu fait partie de la Mouka qui avant Genève n'existait pas. Donc la Mouka faisait partie de tous ces groupements-là, ou Fayulu faisait partie de tous ces leaders-là, qui voulaient se mettre ensemble, n'est-ce pas, pour affaiblir Kabila, faire pression sur lui afin qu'il puisse partir. Donc je parle de l'affaiblissement de Kabila, c'est-à-dire que la coalition de l'opposition était destinée, avait comme objectif affaiblir Kabila pour qu'il ne puisse pas se représenter, qu'il puisse quitter le pouvoir, qu'on puisse célébrer l'alternance chez nous. Alors, parlant d'obsession, alors, c'est une chose que de penser qu'il faut faire partir Kabila du pouvoir. Mais c'est autre chose quand nous voyons après les élections, l'objectif ayant été atteint, c'est-à-dire Kabila n'est plus au pouvoir. Qu'importe les manières ou la façon dont les élections se sont passées, mais l'objectif principal dans la coalition de ceux qui étaient dans l'opposition, c'était de faire partir Kabila. Bon, maintenant, je veux faire ressortir un certain aspect et du négativisme que je vois dans cette rhétorique, où vous avez les uns comme les Rwanda qui disent écoutez, Kabila c'est le diable, c'est Kabila qui contrôle toujours le pouvoir au Congo. Tshisekedi n'est qu'une marionnette.
Vous voyez? Bon, alors, le mauvais côté de ça, c'est peut dire ceci. Ça veut dire que le Kabila qu'on voulait, n'est-ce pas, affaiblir. Le Kabila qu'on voulait faire partir du pouvoir. Curieusement, il est parti, même s'il a encore des efforts, personne ne pouvait s'attendre qu'après avoir régné 18 ans au pouvoir, et après s'être vraiment sauvé, après avoir sauvé sa peau, c'est-à-dire rester en vie, rester au pays, et réussi à se faire encore accepter dans les rênes politiques du Congo, ben, écoutez, il a réussi ça, mais j'ai dit, vraiment, personne ne pouvait s'attendre à ce que on commence pratiquement sans le savoir, de manière inconsciente, à louer cette personne pour laquelle on ne voulait plus la présence. On fait des louanges à cette personne, comme qui dirait, on veut encore le garder fort, alors que notre objectif, c'était qu'il parte du pouvoir. Notre objectif était qu'il soit affaibli et qu'il ne puisse jamais songer à rentrer au pouvoir. Mais la rhétorique de Congolais aujourd'hui, ce n'est plus le départ de Kabila comme il le disait. Parce que si vraiment c'était ça le cas, il devait s'occuper et faire tout pour que Kabila soit affaibli et continue à être affaibli pour qu'il ne puisse jamais rentrer au pouvoir. Mais hélas, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le contraire. Parce que quand nous entendons dire que Kabila, c'est lui qui contrôle le pouvoir, Kabila, c'est lui qui dicte tout, c'est-à-dire que indirectement, on est en train de le soutenir. Indirectement, on n'est pas en train de l'affaiblir. C'est-à-dire on lui donne encore tous ses louanges, on lui donne encore tous ses crédits. Eh bien, ça, c'est regrettable. Mais vous voyez encore d'un autre côté, ces derniers jours, vous entendez les amis de Kabila ou les compagnons de Kabila, comme les Chadari, les Mulanya, qui aujourd'hui, tout d'un coup, ils commencent à chanter comme nous avions entendu à l'époque avec Mobutu, des gens comme les Sakombi Inongo, qui étaient prêts à chanter et danser pour le maréchal, qui pour eux, maréchal, c'était vraiment le fondateur, le père, le tout puissant. Mais, eh bien, aujourd'hui, nous avons des politiciens qui ramènent encore ce langage dans la scène politique congolaise. Et ce ne sont pas des moindres. Des gens prétendus être très intelligents. Et ça me ramène à m'interroger sur une question. Vous savez, Kabila avait toujours dit une chose. Ça, j'ai entendu. Je n'ai pas entendu ça de moi-même, mais c'est vraiment connu dans les milieux des Congolais. Que ce monsieur ici, le président, l'ancien président Kabila, disait toujours qu'il n'avait pas des gens valables autour de lui. S'il pouvait en avoir seulement 15, eh bien, il changerait le Congo. Bon, maintenant, avec les rhétoriques qui sortent maintenant de la bouche de qui Chadari ou de Mouilania et tous ceux qui suivent, apparemment, les Binkaroudi sont dans la suite, les gens comme l'ancien ministre des Affaires étrangères ici sont dans la suite en train de chanter les mêmes chansons. Mende aussi, apparemment, ils disent même que Kabila n'est pas seulement l'ancien président, n'est pas seulement le chef de file, mais c'est le propriétaire de notre Congo. C'est le propriétaire du Congo. Chers frères et sœurs, ça c'est vraiment inquiétant. Et ça montre que nous avons des politiciens qui n'ont pas compris que le changement que nous avons toujours cherché, que le peuple a toujours cherché, implique un certain degré de conscience. Et la conscience demande qu'on puisse comprendre d'où on vient et où on est en train de partir. Mais pour des gens qui ont vécu et grandi, qui sont de cette génération, moi je crois que les gens comme les Mende et tout ça, ce sont des gens de notre génération qui connaissent l'histoire avec Mobutu. Mais aujourd'hui, ces gens, ils nous amènent dans cette obsession
dans ses louanges comme ceux qu'on avait connus du temps de Mobutu avec le Dialélo. Mes chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que ces gens chantent comme ça aujourd'hui pour Kabila? Je crois qu'ils font même pire que ce que les gens qui étaient en train de danser le Sakayon, ça faisait pour Mobutu. Et nous devons chercher à comprendre pourquoi. Chers frères et sœurs, ça c'est un commentaire, une analyse que je fais. Eh bien, le mot propriétaire que Chadar est en train de prononcer de sa bouche en disant que Kabila est propriétaire, chers frères et sœurs, ça doit nous faire réfléchir et ça doit nous faire peur. Pendant que Kabila disait qu'il n'avait pas des gens autour de lui, des gens valables pour vraiment diriger ce pays, eh bien, ce qu'il a réussi à faire, c'est à avoir des gens totalement corrompus. Parce que, chers frères et sœurs, ce que nous devons comprendre, c'est que le Congo, aujourd'hui, c'est un grand business qui coûte un milliard et milliards de dollars. Le Congo, c'est toute une fortune enviée par toutes les grandes puissances du monde. Eh bien, ces frères et sœurs que vous voyez prononcer le mot propriétaire, ce n'est pas sans raison. Eh bien, pendant le règne de Kabila, pendant que nous avions des situations comme les camps Kokolo, les camps Tchatchiki, où vous avez des militaires qui étaient censés défendre notre pays, vous avez des gens qui ont vécu sans avoir l'eau, sans avoir même la nourriture, sans avoir les choses les plus élémentaires, comme des gens qui sont censés protéger le pays. Et ces gens-là vivaient non loin même de la résidence du président de la République. Voyez dans quel état ces gens ont vécu. Bon, alors, à côté de ça, c'est prendre conscience du fait que le Congo, c'est un grand business envié partout au monde, par toutes les grandes puissances. Si le Rwanda est devenu ce qu'il est, c'est grâce à la richesse du Congo. Si les Américains, les Français, les Belges ont manipulé le Rwanda tel qu'ils l'ont fait jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de la richesse du Congo. Eh bien, cette richesse-là, qui ne profite pas aux Congolais, parce que les Congolais, pendant ces dernières années, ces 18 ans de Kabila, n'ont fait que fuir. Et vous voyez avec les événements qui se passent aujourd'hui, en Afrique du Sud, où vous voyez des réfugiés congolais aller dormir dehors à l'ACR pour dire qu'on doit les amener à l'étranger. Eh bien, cela ne fait que montrer combien les Congolais ont eu le dégoût de rentrer et de vivre dans leur propre pays. On a créé, au lieu de l'amour dans le cœur des Congolais, l'amour pour leur pays, mais on a créé même la haine. Les gens qui ne veulent pas, on a créé un détachement en leur pays. Même si ces gens citent le Congo, mais au fond de leur cœur, la plupart de ces réfugiés, ces pauvres réfugiés, n'aiment pas penser à revenir, rentrer, vivre chez eux au pays, au Congo. Eh bien, pourquoi? À cause de la façon dont nos leaders, des gens qui étaient censés servir pour le bien-être de ce peuple, comment ils se sont comportés autour de leaders dont ils ont l'obsession aujourd'hui qu'ils chantent qu'ils est propriétaire. Parce qu'ils se sont effectivement tout approprié. Donc je parlais en termes de richesse, à part tout ce qui est volé par les multinationaux et tout ça. Mais le peu qui restait au pays, c'est de ces milliards-là, c'est beaucoup d'argent. Kabila, c'est partagé avec tous ces gens qui ont eu accès à tous les fonds, des fonds énormes, à une richesse énorme, et qui se sont évertués à se complaire dans cette richesse avec des folies, et en se détournant totalement contre leurs propres frères, leur propre peuple. Au lieu de servir le peuple, eh bien, ces gens à côté même de Kabila ne faisaient qu'accuser les Congolais en les traitant de n'importe qui, des gens inconscients, des gens qui n'ont pas de maturité, les gens qui sont aliénés. Bien sûr, avec toute la politique qu'on a pratiquée au Congo jusque-là, on ne pouvait qu'avoir un peuple aussi aliéné.
Mais malgré cette aliénation, il ne manque pas l'essence de ce qui fait un être humain, c'est-à-dire même les capacités de pouvoir se libérer, parce qu'on parle ici même de libération que ces gens qui sont venus de l'extérieur du Rwanda et tout ça ont prétendu amener et qui n'ont pas amené. Au contraire, ils ont amené des chaînes pour nous ligoter, pour ligoter ce peuple. Alors je disais, ces gens se sont servis, se sont appropriés de la richesse du pays. Voilà la raison pour laquelle les quelques mois ici qui ne sont pas au pouvoir, ces gens ne jurent qu'au nom de Kabila parce qu'il y avait cette, n'est-ce pas, facilité à accéder aux richesses du pays sans partage avec leurs propres frères, en abandonnant tous leurs frères à la misère la plus profonde. Pour vous dire, chers frères, ce que nous vivons en Afrique du Sud aujourd'hui, si vous avez vu les images, c'est vrai. D'un autre côté, nous nous plaignons, nous qui avons vécu dans ce pays, qui connaissons très bien ce pays, qui connaissons qu'on ne pouvait pas s'attendre à mieux comme traitement que ce que nous venons de vivre. On a tabassé les gens, la police a brutalisé les gens pour les enlever des lieux où ils dormaient. Déjà, le fait de dormir là-bas, vous savez, ce n'est pas la première fois que les Congolais se retrouvent dans une situation aussi vraiment humiliante où ils sont obligés d'aller dormir dehors, comme ça, dans un pays d'autrui, pour exiger qu'on puisse les amener dans un autre pays. Quand je fais seulement une parenthèse, je dis, mais quand vous vous retrouvez dans un pays comme l'Afrique du Sud en tant que réfugié, la question que je pose aux frères, qui vous a amené en Afrique du Sud en tant que réfugié? Mais c'était de votre propre volonté. Cela, je le dis pas pour se moquer de nos frères, parce que je compatis réellement avec la souffrance de nos frères. Sachant que vraiment la possibilité de rentrer au pays, pour eux, c'est vraiment une possibilité lointaine. C'est vraiment une possibilité qu'ils ne pouvaient pas entretenir dans leur tête à cause des déceptions qu'ils ont connues. Mais à la fin, nous sommes quand même un peuple. Nous devons avoir une raison pour vivre. Et cette raison pour vivre doit être attachée à notre identité, à notre origine, à nos racines. Et nos racines, c'est notre pays. Hein? Bon, ok, ça c'était une parenthèse que je voulais faire. Alors, je disais, j'étais en train toujours de parler sur le premier point de l'obsession avec Kabila. Je disais, les gens qui attendaient qu'on puisse faire partie, qui faisaient tout, tel que Fayoulou est en train de le dire, qui faisaient tout pour faire partie Kabila du pouvoir, parce que le faire partie du pouvoir, ça veut dire l'affaiblir et le mettre dans l'incapacité, n'est-ce pas, de rester au pouvoir. Mais ils ont continué à faire le contraire, c'est-à-dire à louer Kabila, à montrer comment c'est toujours lui l'homme fort. Eh bien, ça, c'est regrettable. Et encore, les derniers messages et déclarations qui viennent des personnes comme les Chadali, j'ai en passant entendu dire que c'était vraiment quelqu'un qui était excellent à l'université. Voilà les Congolais, les leaders congolais, les gens de qui on attend de donner des solutions et d'orienter un peuple, des déclarations qu'ils font pour juste honorer un individu. Est-ce que nous avons besoin d'honorer un individu ou nous avons besoin de diriger tout un peuple et pour qu'il puisse obtenir le bien-être auquel il a aspiré depuis toujours et qui est vraiment la raison d'avoir cherché à obtenir cette indépendance, la raison même d'avoir adopté qu'on puisse avoir la démocratie. Eh bien, chers frères, c'est regrettable. Maintenant, en disant ça, pour fermer la parenthèse sur la question de l'obsession avec Kabila, parce qu'en disant que Kabila est toujours l'homme qui est fort, quelque part, nos frères sont en train de vouloir le mauvais sort à Félix, qui pourtant était leur ami et collègue dans la lutte. Ça, c'est vraiment regrettable pour des personnes qui ont mangé ensemble il y a une année et qui ont juré ensemble il y a une année que par le départ de Kabila du pouvoir. Mais ils se retrouvent aujourd'hui entre les uns
sans le savoir peut-être directement, ou ils le font de manière malicieuse, sont en train de louer sa force, de louer son pouvoir. Et nous voyons aussi les gens de paix perdus qui ont géré le pays et qui sont responsables de la situation désastreuse dans laquelle le pays se retrouve. Ils sont en train de faire des louanges aussi à Kabila. Voilà cette obsession avec Kabila que nous avons. Maintenant, je voudrais parler du deuxième point. Je veux parler des lignes rouges. Parce que tout le monde dit là, Félix franchit des lignes rouges. Félix, quand il dit que non, moi je vais faire les routes, programme de 100 jours, non. Comment est-ce qu'il peut faire le programme de 100 jours? Parce que le programme de 100 jours, ça n'a pas été voté, le budget, d'autres disent, il y a des analyses de toutes sortes. Oh, ce n'est pas possible de faire tous ces projets dans 100 jours. Mais écoutez, ce projet de 100 jours, écoutez, pour moi, à mon sens, j'ai compris que dans les premiers 100 jours au pouvoir, Félix a voulu, n'est-ce pas, lancer des projets qui pouvaient terminer dans les 100 jours ou après. Mais au moins dans ces 100 jours, il aurait pris des décisions, il aurait lancé des projets qui auraient vraiment un impact dans la vie des Congolais pour montrer, n'est-ce pas, sa bonne foi. Et on a vu qu'il y a des routes qui ont été... Maintenant, ça fait quelques jours, on a célébré l'ouverture de la route Bokassa, qu'on a dénommé Luambo Makiadi ou quelque chose comme ça. Eh bien, pour toute personne qui est intelligente, qui a un peu de sens, c'est une route qui ne pouvait pas être terminée en 100 jours. Mais au moins, ce projet était parmi les projets décidés pour le programme de 100 jours, mes frères. L'histoire de la gratuité de l'éducation. Mais bien, c'est difficile, je sais. Il n'y a rien qui est facile. Les États développés aujourd'hui, même par exemple, je prends le cas des États-Unis, quand ils ont envisagé aller, par exemple, à la Lune, si vous voyez l'histoire de ces pays développés, ils ont commencé dans des positions impossibles où on ne pouvait même pas imaginer la réussite. Mais ce qui les a caractérisés, ces peuples, c'est de percer ces impossibilités et d'en faire des grandes réalisations. C'est le cas de tous les exploits technologiques que ces peuples ont accomplis. Et ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils ont accompli dans leur vie, en tant que peuple, ils en avaient vraiment les moyens en ce moment-là. Non. Alors, vous voyez cette obsession, quelqu'un qui est venu pour la solution, mais c'est une obsession mais maléfique. Donc, comment je peux dire, une obsession méchante contre la personne. Oh, ben, maintenant, Félix va prendre l'initiative de mettre fin à la rébellion au Kivu. Mais c'est tout le monde qui dit non, il a traversé la ligne rouge. Il n'aurait pas dû faire ça parce que maintenant il touche au Rwandais. C'est la corde sensible. Il peut être assassiné à n'importe quel moment. C'est un problème d'insécurité. Les gens font des analyses comme ça à la télévision, dans les médias, oubliant que notre objectif principal, ce n'est pas de rester nous plaindre et rester dans la position de faiblesse en tant que peuple, mais c'est chercher à nous mettre dans une meilleure position afin de pouvoir retrouver, récupérer notre souveraineté, notre dignité, notre position, notre force, notre pouvoir. Mais toutes ces analyses que nos frères font, ça ne peut servir qu'à affaiblir cette chance de faire d'un Congo un pays qui peut être prospère, qui va se remettre sur ses pieds, parce que c'est un géant, mais un géant à qui on avait pratiquement coupé les jambes ou les pieds. Mais quand vous voyez les analyses que nos frères font, eh bien, c'est vrai, il ne faut pas que le Rwanda vienne encore intervenir au Congo sur le plan militaire, parce que c'est comme ça qu'ils ont nourri les rébellions et tout ça. Mais ici, nous avons Félix qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est une grande différence. Je vais donner juste un cas.
Je dis, mais quand vous avez une opération militaire de grande envergure, parce que même au niveau des effectifs militaires, notre gouvernement a décidé de doubler les effectifs militaires là-bas, vous aurez les conséquences de ces opérations militaires. Et ces conséquences, on ne peut pas avertir nos voisins parce que ces conséquences, d'une façon ou d'une autre, vont les affecter. Donc on est obligé d'informer, de collaborer avec eux. Parce que, mes frères, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous parlons du drame du Congo, après par exemple la mort de Laurent Kabila. Mais ce drame est venu d'où? Comment est-ce qu'on oublie si vite? C'est parce qu'on avait vraiment intensifié cette guerre avec les Rwandais là-bas dont vous parlez. Et nous savons que la question de Rwandais, nous savons qui sont derrière. Et pour les Congolais, si vraiment on ne prend pas conscience des enjeux vraiment de cette guerre de l'Est, alors on est vraiment un peuple inconscient. Pour les gens qui ne peuvent pas comprendre que ceux qui sont derrière le Rwanda, ce sont les puissances internationales, avec leurs multinationaux qu'ils protègent. Nous parlons aussi de la Belgique, que les gens n'osent jamais citer dans leur critique. Nous parlons de la Belgique, des États-Unis, de la France. Ils sont derrière le Rwanda et tous ces gens-là. Et la politique de Félix, de ne pas faire par exemple les erreurs que Laurent Kabila a commises, de se mettre en guerre contre les Rwandais comme ça, parce que derrière le Rwandais, il y a tous ces gens, cette main noire des forces internationales. Ça, c'est vraiment sage et intelligent. Et les interpeller à l'aube, n'est-ce pas, des démarches pour mettre fin à cette rébellion, c'est vraiment sage et aussi intelligent et diplomatique. Mais aussi, ça je dois le dire aussi, j'accepte que les Congolais puissent dire non, oui, on peut sensibiliser les Rwandais par rapport aux opérations qui seront menées, mais on ne peut pas les ramener encore au Congo parce que c'est comme ça qu'ils ont eu l'opportunité de rentrer encore dans les rangs de nos forces armées, nous affaiblir et continuer à piller notre pays sous l'injonction des forces étrangères. Alors, je voulais terminer par là en disant ceci. J'aborde maintenant le dernier point, c'est le drame des crimes au Congo. Je venais de parler de Laurent Kabila. Vous voyez, il y a eu l'Antonov qui est tombé. Quand l'Antonov est tombé, eh bien, ça a suscité beaucoup de peur. Et cela doit interpeller les Congolais. Vous savez, quand Lumumba est mort, quand les gens comme les Laurent Kabila est mort, qui pouvait se douter qu'il y avait vraiment une main noire, il y avait un complot international derrière la mort de ces gens? Mais la mort de ces gens, qu'est-ce que ça avait amené? Ça avait amené à un changement d'ordre politique au Congo. C'était le cas avec Lumumba, c'était le cas avec Laurent Kabila. Il y avait l'ordre politique qui a amené même les Kabila au pouvoir et qui a renforcé la présence des Rwandais au Congo. Donc, derrière ces choses qui apparemment peuvent être, n'est-ce pas, juste des incidents, il y a toujours des implications des forces extérieures. Mais le point qui est vraiment inquiétant ici, c'est que nous n'avons pas tiré des leçons. Que derrière ces tragédies, il y a eu la main noire des forces étrangères, des forces internationales qui ont toujours utilisé ça pour piller notre pays, mais qui malheureusement, après avoir commis ces forfaits, ils sont passés pour innocents. Les Congolais ne les citent pas. Les Congolais continuent à faire la guerre entre eux-mêmes et continuent à louer même des gens qui ont été installés au pouvoir par ces mêmes gens. Donc, chers frères et sœurs, nous devons comprendre que l'ennemi que nous combattons ici aujourd'hui, c'est d'abord les forces internationales qui utilisent toutes ces machinations, ces manipulations, n'est-ce pas, pour créer des crises chez nous. Mais il est temps, je pense, qu'on puisse prendre conscience de ça, qu'on puisse comprendre que nous avons intérêt, malgré tout, à nous entendre. Moi, je semblais croire que cette transition avec la coalition FCC-Kachi, c'était la meilleure chose qui puisse arriver au Congo. C'est le moment d'interpeller et Kabila et ces gens, que Félix, que nous avons vraiment intérêt à sauver cette unité, cette coalition. Parce qu'au cœur de ça, nous devons prendre conscience que notre ennemi commun, c'est les forces extérieures. Une fois qu'on a réussi à prendre conscience de ça, nous trouverons ce qu'il faut faire et nous comprendrons combien c'est important de toujours baliser nos différends et de parler un seul langage et de ne pas continuer à
dire, à maudire les gens qu'on devrait soutenir pour que nous puissions réussir à sortir de l'emprise de ces forces internationales. Voilà.